africaine de Côte d'Ivoire. Contexte, signification et portée de la conversation téléphonique entre Guillaume Kigbafori Soro et Alassane Dramane Ouattara en fin mars 2024. Le leader de Génération et Peuple Solidaire s'engage pour une présidentielle 2025 ouverte, inclusive, apaisée et transparente en Côte d'Ivoire. Je vous laisse quelques minutes pour partager cette émission. Donnez cette émission au peuple africain de Côte d'Ivoire. À Korogo, à Ferkesedougou, à Tengrela, à Odiene. Donnez cette émission à Boaké. Donnez-la à Bangourou, donnez-la à Danane. Donnez-la à Gagnoa, donnez-la à Ouragayou. Donnez-la à Oumé. Donnez cette émission à Daoukro, à Yamoussoukro, à Agni Bilotro. Donnez cette émission au grand peuple africain de Côte d'Ivoire. La conversation téléphonique entre l'ancien Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro et le président Alassane Ouattara. Fin mars 2024. Quel est son contexte? Quelle est sa signification? Quelle est la portée de cette conversation? Et surtout, quelles sont les mauvaises compréhensions de cette conversation qu'il faut éviter? Les mauvaises interprétations. Votre serviteur, conseiller spécial du président Guillaume Kigbafori Soro depuis le mois de juillet 2012, sait de quoi il parle. Dans ce sujet, nous sommes un sachant. Et c'est avec la bénédiction du leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire que nous voulons délivrer l'interprétation correcte des événements. Écoutez bien. Écoutez calmement. Écoutez proprement ce qui vous sera dit ce soir. Vous êtes déjà 1400 personnes en direct sur YouTube, Franklin Nyamsi Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous êtes déjà près de 300 personnes sur TikTok. Vous êtes déjà près de 1000 personnes sur Facebook, Franklin Nyamsi. Et cette émission est rediffusée sur la page du président Soro Guillaume Kigbafori sur Facebook, à l'instant où je vous parle. Je vous prie de la donner sur tous vos réseaux, à tous vos amis. Nous commençons dans moins d'une minute. Conversation téléphonique, Ouattara Soro, fin mars 2024. Le contexte de la conversation, la signification de la conversation et la portée de cette conversation. Les erreurs à ne pas commettre dans la compréhension de cet événement. Merci à celles et ceux qui partagent massivement la présente émission et qui la protègent. L'homme est le remède de l'homme. Man passe man. L'homme dépasse l'homme. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Ivoirienne, Ivoirien, je vous salue à Abidjan, je vous salue à Sikensi, mon petit village en pays à Bidji. Je vous salue à Beauville, à Lépée, à Coupé. Je vous salue à Zouanounien. Je vous salue, je vous salue.
actuellement à Bassam. Je vous salue à Assini. Je vous salue à Tanda, à Divo. Je vous salue. Bienvenue à cette émission consacrée à l'actualité politique ivoirienne et à un événement qui ne saurait passer inaperçu, la conversation téléphonique entre deux hommes d'État. Alassane Dramane Ouattara, président du RHDP, Guillaume Kibafori Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, se sont effectivement parlé à la fin du mois de mars 2024 sur cette terre des hommes. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, puisque l'annonce de cette conversation a surgi vers les débuts du mois d'avril. Il n'en est rien. En tant que sachant compagnon du leader Guillaume Kibafori Soro, je peux confirmer, sans risque d'être démenti par qui que ce soit, que cette conversation téléphonique est un fait. Je choisis de vous parler en ce vendredi 5 avril 2024 de cette conversation, car il faut en situer le contexte, en maîtriser la signification et en comprendre la portée. J'ai intitulé cette conférence « Contexte, signification et portée de la conversation téléphonique Ouattara-Soro en fin mars 2024 ». 2 points. Le leader de Générations et Peuples Solidaires s'engage pour une élection présidentielle 2025 ouverte, inclusive, apaisée et transparente. Celui qui médite sur le titre de cette conférence a déjà compris ce que nous allons démontrer. Car nous avons indiqué dans les mots de la fin du titre l'objectif que le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire s'est fixé au moment même de tenir cette conversation. Mais, puisque tout près n'est pas loin, nous allons procéder, comme vous nous connaissez, de manière méthodique. Nous allons commencer par commenter le contexte. Et ensuite, nous allons commenter le sens. Et enfin, nous allons analyser la portée. Et écarter du chemin de cet événement, nous allons écarter les mauvaises interprétations. Car les mauvaises langues n'ont pas manqué de semer la confusion dans certaines oreilles fragiles à propos de cette conversation. Alors, quel est le contexte? Depuis le 23 décembre 2019, il n'a échappé à personne que le leader du mouvement Génération et Peuples Solidaires, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, a été contraint à l'exil. Parti de l'aéroport du Bourget. En ce 23 décembre 2019, il comptait rejoindre sa patrie, la Côte d'Ivoire, en compagnie de quelques-uns de ses proches compagnons et collaborateurs, lorsque, dans le ciel d'Abidjan, fut signifié au pilote de son avion une fin de non-recevoir. Et c'est dans le danger d'être abattu en plein vol au-dessus de l'aéroport d'Abidjan que le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, sous la contrainte notamment de ses pilotes, complètement affolés par la menace qui pesait sur leur vie à eux tous, a dû rebrousser chemin, atterrissant en urgence sur la terre ghanéenne, où il fut empêché de poser pied à terre par Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo parjurant la terre de Kwame Nkrumah en empêchant un fils de l'Afrique, eh bien, de trouver au Ghana un lieu de répit. Guillaume Kibafori Soro devait, par la suite, après avoir obtenu simplement le renflouement en carburant de son avion, reprendre le chemin d'un exil qui le conduisit d'abord en Espagne, puis plus largement dans l'Union européenne, par la suite au Moyen-Orient. Depuis quelque temps, vous le savez,
le président Guillaume Kibafori Soro a mis fin à son exil africain. Il a renoué avec la terre africaine et selon l'expression qu'il a lui-même consacrée, il est désormais à Bamouania. Entre Bamako, Ouagadougou et Niamey, le fils de l'Afrique est désormais chez lui. Mais le contexte dans lequel le coup de fil a eu lieu, il est important que vous notiez que ce contexte est celui d'un communiqué qui a été délivré le 23 février 2024 par le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire. Et ce communiqué faisait mention d'une grâce accordée à 51 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, parmi lesquels des proches compagnons du président Guillaume Soro, dont l'inénarrable vice-président de notre mouvement Générations et Peuples Solidaires, Koné Kamaraté Souleymane, dit Soul to Soul. On peut, avec le recul de quelques semaines, voire de quelques mois maintenant, peut-être d'un peu plus d'un mois, se poser la question de savoir pourquoi le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, a soudain décidé de libérer une bonne partie de ses prisonniers politiques. La réponse se trouve dans le contexte ivoirien, mais aussi dans le contexte sous-régional. Dans le contexte ivoirien, le président du RHDP se retrouve isolé. Il est isolé parce que, n'ayant plus d'alliance politique puissante, isolé parce que coupé de son ancienne alliance avec le PDCI-RDA, et cela malgré le décès récent du président Aimé-Henri Konan Bédié, isolé parce qu'incapable de tirer bénéfice de la tentative de division du grand bloc de l'ancien Front populaire ivoirien à travers la cooptation dans le RHDP de Pascal Affi-N'Guessan, qui est parti avec l'étiquette, ou pour ainsi dire l'enveloppe du FPI, mais sans le contenu. Et donc isolé parce que l'ancien président de la République, son Excellence Laurent Koudou-Gbagbo, a récupéré la quasi-totalité de ses troupes dans le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Alassane Dramane Ouattara se retrouve isolé par ailleurs parce que celui qui fut son bras droit pour accéder au pouvoir en 2010 dans la classe politique issue du nord de la Côte d'Ivoire, le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, se trouve depuis bientôt 5 ans en exil, par la volonté du même Alassane Dramane Ouattara. Il se retrouve donc triplement isolé en interne. Isolé du PDCI-RDA, qui refuse de se donner à lui, et cela fait partie du testament politique du président Aimé-Henri Konan Bédié, ne jamais livrer le PDCI-RDA à qui que ce soit. Il se retrouve isolé parce que sa tentative de division du Front populaire ivoirien a échoué puisque le président Laurent Gbagbo a abandonné l'homme de main de Ouattara, l'ancien premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, avec l'enveloppe vide, et a récupéré les troupes, les bases, comme l'a montré relativement le résultat du scrutin législatif. Il se retrouve isolé parce que celui qui, au sein de la jeunesse ivoirienne, a pu lui permettre d'être réintégré dans le jeu politique ivoirien à partir de 2002, Guillaume Kibafori Soro est en exil, Alassane Dramane Ouattara a ressenti une solitude intérieure énorme. Et voilà pourquoi il s'est senti dans l'obligation de desserrer l'étau. Mais à cet isolement interne, qui l'a placé littéralement dans une impasse, qui a fait qu'il se sente littéralement abandonné, qu'il se sente littéralement coincé, s'est ajouté l'isolement international d'Alassane Dramane Ouattara dans la sous-région ouest africaine et par extension dans l'opinion africaine. Dans la sous-région ouest africaine, l'échec de la politique de sanctions illégales, inhumaines et criminelles de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est un échec à mettre au passif du président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Il s'est mis à dos, en l'espace de 3 ans,
c'est-à-dire depuis 2020-2021, le Mali et toute l'opinion malienne dans son écrasante majorité, le Burkina Faso et toute l'opinion burkinabé dans son écrasante majorité, le Niger et toute l'opinion nigérienne dans son écrasante majorité, en raison de sa participation à la politique cynique de sanctions contre des pays où, certes, ont eu lieu des coups d'État militaires, mais des coups d'État militaires portés par une révolution populaire. Alors que dans les autres pays de la CEDEAO, comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, et d'autres pays africains comme le Cameroun, le Congo, le Gabon, eh bien, il est à observer depuis de très longues années des phénomènes de coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire de tripatouillage des constitutions, de fraude aux élections, d'instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques. C'est ce qu'on a observé au Sénégal. Alors, Alassane Dramane Ouattara s'est retrouvé isolé dans la scène sous-régionale, africaine, précisément parce qu'il a participé à une politique de répression contre les peuples, de répression contre les révolutionnaires panafricanistes, laquelle fait que précisément il est persona non grata dans la quasi-totalité des opinions africaines aujourd'hui. Donc, je pense que c'est dans ce contexte que le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, a ressenti la nécessité de desserrer l'étau sur le goulag que constituait la prison politique en Côte d'Ivoire. Il est donc important que vous compreniez que le premier acte a été posé par le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a commencé par libérer les prisonniers politiques de GPS et du PPACI qu'il détenait depuis très longtemps. Cette libération a été ordonnée, notez bien la chronologie, le 23 février 2024. Le président Guillaume Kibafori Soro a décidé à partir de ce jour de mettre sous observation l'attitude, la posture ainsi nouvellement adoptée par le président Ouattara, afin de comprendre les contours, les atours, les retournements, les contorsions, les non-dits, les dédits, les implicites de ce revirement. Contrairement à ce que certains ont pu penser, cette libération, celle des prisonniers politiques ivoiriens, dont notamment notre vice-président de Génération et Peuple Solidaire, le camarade Soul Toussoul, Koné Kamaraté Souleymane, elle n'a été l'objet d'aucune négociation. Le président Guillaume Soro n'a rien négocié. C'est une initiative du président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, en raison, je l'explique une fois de plus, de son isolement en interne et de son isolement en externe. Il pose donc cet acte et le président Guillaume Soro réunit ses proches compagnons que nous sommes. Il prescrit la nécessité d'observer, d'étudier sous toutes les coutures l'acte que vient de poser le régime du président du RHDP Alassane Dramane Ouattara. Le président Guillaume Soro demande qu'aucune réaction pour analyser, pour apprécier, pour décider du sens de cette décision, qu'aucune réaction officielle ne soit prise au niveau de notre mouvement tant que lui, il ne nous aura pas donné le signal sur la base des analyses partagées qu'il serait maintenant temps d'entrer en interaction avec le chef du régime du RHDP. Guillaume Kibafori Soro, il faut le rappeler, est un homme de bientôt 52 ans, mais pétri d'une expérience politique très longue. En matière de négociation, en matière de dialogue politique, en matière d'expérience des nuances et des aspérités, des situations d'interaction avec des personnalités politiques, il a bientôt plus de 20 ans d'expérience. De 2002 à 2010, il est de tous les acteurs politiques ivoiriens celui qui a été au cœur de toutes les opérations de dialogue, de négociation, de compromis ou de consensus politique. Or, lui, en tant que fin connaisseur, non seulement de la classe politique ivoirienne, mais d'Alassane Dramane Ouattara, a choisi de ne pas s'exprimer tout de suite, après
eh bien, la décision d'élargissement de nos camarades. Mais pourquoi ne voulait-il pas s'exprimer tout de suite? Mais parce qu'il s'agissait de voir si cette décision était véritablement le signe d'une volonté du président Alassane Ouattara, président du RHDP, de passer à une autre phase du processus politique, ou s'il s'agissait simplement d'une feinte. En fait, ce qu'il faut bien voir, et le président Guillaume Soro a tenu à le voir, c'était qu'avant de s'exprimer, 1 mois et demi plus tard, il fallait s'assurer qu'il y avait la possibilité de faciliter la fin de l'exclusion politique en Côte d'Ivoire. Il fallait s'assurer que le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, au regard de son isolement en interne, et au regard, par exemple, de la situation sénégalaise, avait compris qu'il faudrait envisager de sortir de l'impasse, du blocage, de sortir littéralement du vide politique dans lequel il se retrouve aujourd'hui, en s'engageant à initier des contacts pour une élection présidentielle 2025 qui soit ouverte, une élection présidentielle qui soit inclusive, une élection présidentielle qui soit transparente. Car voyez-vous, au Sénégal, le président Macky Sall a tout fait pour empêcher une élection présidentielle ouverte, inclusive et transparente. Au final, il est le perdant. Non seulement il était à la fin de ses 2 mandats constitutionnels, mais en tentant de reporter l'élection contre la Constitution, en tentant d'exclure des candidats qu'il estimait de nature à lui imposer d'assumer les responsabilités qu'il a prises pendant son mandat, le président Macky Sall a, en réalité, on le voit aujourd'hui, renforcé la popularité d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Voilà comment ceux-là même qui étaient en prison sont sortis de la prison pour aller à la présidence. Donc, le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, dans ce contexte sous-régional qui lui est hostile, défavorable, et où il a vu au Sénégal des prisonniers politiques gagner après une campagne d'une seule semaine l'élection présidentielle, s'est rendu peut-être compte. Et c'est sur cette hypothèse que le président Guillaume Soro a misé en acceptant et en s'engageant à prendre son contact. Il a peut-être compris qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir, à l'instar de Macky Sall, il ne pourra pas s'en sortir de la situation politique ivoirienne s'il ne laisse pas se résoudre le conflit politique, la crise politique longue de la Côte d'Ivoire par l'inclusion, par l'ouverture, par le dialogue, par la transparence, de telle façon qu'une solution pérenne soit trouvée qui stabilise véritablement le pays, à commencer par la pratique d'une justice exemplaire. Donc en fait, mon hypothèse est que c'est le syndrome de la citadelle assiégée qui s'est emparé d'Alassane Dramane Ouattara et qui explique qu'il ait choisi d'élargir nos camarades de Génération et Peuple Solidaire et nos frères, eh bien, du PPACI. Alassane Ouattara, actuellement, souffre du syndrome de la citadelle assiégée. En interne, il est isolé. Il est à la tête d'une formation politique dont la popularité s'est avérée nulle, puisque après avoir pendant longtemps dit et laissé dire qu'il possédait 3 à 4 millions de militants, une enquête interne dévoilée par le docteur Ibrahim Cissé Bakongo a permis d'établir qu'il n'était même pas sûr d'en avoir 100 000 régulièrement enregistrés. Donc Alassane Dramane Ouattara s'est rendu compte en réalité que la popularité dont il se prévalait avec le RHDP, eh bien, correspondait à une illusion auto-entretenue. Elle correspondait à une manière, en quelque sorte, soporifique de se maintenir dans une bulle. Progressivement, donc, on peut faire l'hypothèse qu'il est en train de reprendre contact avec la réalité et de se rendre compte que dans cette réalité, comme Macky Sall, au Sénégal, il ne pourra pas s'en sortir en maintenant l'exclusion des Ivoiriens du jeu politique ivoirien. En maintenant l'exclusion des familles politiques ivoiriennes du jeu politique ivoirien, en maintenant l'exclusion des hommes d'État ivoiriens du jeu politique ivoirien,
cela n'est pas possible. Nous sommes toujours dans la première partie de cette conférence. J'essaie de vous imprégner du contexte. Le président Guillaume Soro, depuis qu'il est en exil, a toujours été l'objet de pression de gens de partout. Que ce soit des doyens politiques, que ce soit des hommes d'État, des chefs d'État, que ce soit des amis communs qui le connurent du temps de son compagnonnage avec le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro a toujours fait l'objet de nombreuses sollicitations. Mais en homme d'État averti, en artisan du dialogue direct, en fin connaisseur de la classe politique ivoirienne, lorsque, après 1 mois et demi pratiquement d'observation, il a décidé d'appeler le président Alassane Dramane Ouattara du RHDP, moi je vous apporte le témoignage que le président Guillaume Soro, ce jour-là même, avait déjà préparé, il nous avait déjà instruit de préparer le communiqué qu'il devait publier. Car il tenait à ce que le moindre de ses contacts avec le président Alassane Dramane Ouattara soit connu et su des Ivoiriens, afin que rien ne se passe dans une opacité, dans un flou, qui pourrait être sujet à interprétation fallacieuse. Quand il nous a réunis, il nous a instruit de préparer la mise au courant de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien. Des circonstances dans lesquelles il a pris son téléphone pour appeler le président Alassane Dramane Ouattara du RHDP. Voilà pourquoi il faut ici s'imposer un exercice très simple. C'est que nous allons relire ensemble le communiqué, parce que tout est dit dans le communiqué. Le communiqué que le président Guillaume Soro a instruit son directeur de la communication, le conseiller spécial Touré Moussa, de publier. Ce communiqué était un gisement. Et passons donc à la deuxième partie pour dégager le sens du communiqué, afin que tous le comprennent. Alors, allons-y au niveau du sens. Je prends le communiqué, je vais ici sur la page du président Guillaume Soro, où le communiqué a d'ailleurs été publié. Je vais vous prendre le communiqué. Alors, le communiqué dit ceci. Communiqué de presse. À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Générations et Peuples Solidaires, M. Koné Souleymane. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Fait le 4 avril 2024, Moussa Touré a signé sur ordre du président. Bon, analysons ce communiqué. Ce communiqué est habité par 5 idées essentielles que j'ai bien notées. La première idée, c'est le contexte religieux. Le président Guillaume Soro est sensible aux périodes sacrées de la vie religieuse du peuple ivoirien, du peuple africain en général. Plusieurs Africains, tout en étant d'ailleurs par ailleurs traditionnalistes, sont musulmans et ou chrétiens. Or, il se trouve que nous étions dans une double période bénie, où les religions musulmanes et chrétiennes étaient littéralement alignées du point de vue de la pratique, puisque le carême chrétien se déployait pratiquement dans le même temps sacré que le ramadan, le jeûne du ramadan des musulmans. Le président Guillaume Soro voudrait souligner le fait que l'une des façons les plus nobles de faire la politique, c'est de s'imprégner de l'état spirituel de la nation et de pouvoir agir pour la nation en mobilisant les sentiments les plus positifs. En évoquant le double carême chrétien et musulman, le président Guillaume Soro veut dire que c'était une manière, à sa façon, de donner un sens à cette
effervescence religieuse, à cette spiritualité du pardon, de la repentance, à cette spiritualité de l'élévation, de l'humilité qui caractérise les mois de carême, musulmans ou chrétiens. Bref, il s'agissait d'agir dans le timing de la vie spirituelle de la nation. Et la politique est un art qui requiert une écoute de l'état spirituel des gens. Y avait-il meilleure période pour appeler le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, que la période du carême, que la période du double jeûne musulman et chrétien? On pourra difficilement en trouver. C'était une période d'alignement des étoiles, d'alignement des symboles. C'était une période propice, car les musulmans et les chrétiens, en pénitence, en prière, en ablution, en purification, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, participent d'une certaine façon à rendre possible des contacts que certains croyaient impossibles. Alors, la deuxième idée clé que nous avons dans ce communiqué, c'est l'appel de l'ancien Premier ministre au président Ouattara. Mais cet appel, l'objet en est précisé. C'est pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président Soultou Soul. Mais qu'est-ce que c'est que le début de la décrispation? Il est important de rappeler que depuis 2019, le président Guillaume Soro et tous ses compagnons que nous sommes avons pris l'engagement de ne jamais reprendre langue avec M. Alassane Dramane Ouattara, président du RHDP. Tant que celui-ci n'ouvrirait pas les portes du goulag pour rendre à la liberté nos camarades qui avaient été injustement arrêtés, notamment à partir du 23 décembre 2019. Cette ligne de conduite, les véritables compagnons du président Guillaume Kibafori Soro, et lui-même en tant que le leader de notre mouvement, l'a respecté au plus haut point. Il était hors de question d'accepter d'entrer en interaction directe avec M. Ouattara, président du RHDP, tant que celui-ci n'avait pas engagé, le retour à la vie normale de nos camarades arrêtés pour des motifs faux. Kone Kamaraté Soleiman et tous nos camarades, dont certains sont encore aujourd'hui en prison, comme notre frère Doumbia, n'ont jamais tenté de perpétrer un coup d'État contre le régime du président Alassane Ouattara. Le président Guillaume Kibafori Soro a par ailleurs obtenu, vous le savez, de la justice internationale africaine, à travers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que toutes les condamnations qui ont été prononcées contre lui et ses compagnons dans le cadre de cette accusation infondée, que ces procédures soient suspendues. Si la Côte d'Ivoire était toujours un état de droit, le président Alassane Ouattara ne serait pas venu devant les médias dire que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont nulles et de nul effet, et qu'elles ne s'appliqueraient pas en Côte d'Ivoire. Si le droit avait été respecté, Soultou Soul et tous nos camarades auraient été libérés depuis très longtemps, et le véritable processus du dialogue politique aurait été engagé pour le bien-être, pour la paix, pour la justice, pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que vous compreniez très bien que le président Alassane Ouattara a commencé à remplir la première condition pour qu'un dialogue soit renoué. Et c'est la condition essentielle que le président Guillaume Soro avait posée. C'est ce qu'il appelle le début de la décrispation. Ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que nos camarades qui étaient injustement arrêtés, et certains qui le sont encore, ce n'est pas tout. Des décisions de justice injustes, confiscation de biens, saisie de comptes bancaires, traques et accusations fallacieuses, des actions complètement illégales, illégitimes et infondées ont été menées contre le président de Génération Un Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons depuis lors. Quand on parle de décrispation, il s'agit de continuer dans la direction précisément de la restitution des droits, de la reconnaissance des droits. Donc, le communiqué dit le début de la décrispation. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Et pas seulement pour Génération Un Peuple Solidaire, pour le PPACI, pour le PDCIRDA,
pour les Ivoiriens non politisés au sens d'encartés dans les partis politiques. Il y a beaucoup à faire pour rendre littéralement la Côte d'Ivoire à elle-même, pour rendre la Côte d'Ivoire à sa paix intérieure, pour repositionner la Côte d'Ivoire comme une nation diplomatiquement, géopolitiquement et géostratégiquement vertueuse. Il y a beaucoup à faire. Mais le président Guillaume Soro dit « Début de décrispation politique en Côte d'Ivoire marqué par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons. » Pourquoi il ne dit pas libération et il dit élargissement? Parce que le concept de libération et le concept d'élargissement n'ont pas le même sens. La libération est possible quand on est dans un état de droit. C'est-à-dire un état où les hommes et les femmes sont reconnus détenteurs de droits que même l'État, même le pouvoir, même le gouvernement ne peuvent pas violer. C'est ça un état de droit. Dans un état de droit, on peut parler de libération. Parce que quand tu es libéré dans un état de droit, tu recouvres ta liberté. Or, en niant par exemple le principe de la hiérarchie des normes juridiques, en refusant de reconnaître la légalité et la légitimité des décisions supérieures de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à propos des contentieux politiques qui l'opposaient à l'ancien président de la République Laurent Gbagbo, à l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, le président Alassane Ouattara du RHDP a de facto sorti la Côte d'Ivoire du rang des États de droit. Puisqu'il ne reconnaît pas l'autorité des décisions de droit, de facto, il a fait de la Côte d'Ivoire un État hors la loi, un État qui est dans ce que Thomas Hobbes a appelé l'état de nature. Cet état de nature où tous les coups sont permis, cet état de nature où, comme le disait le philosophe britannique, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc quand le président Guillaume Soro dit qu'il y a eu élargissement, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, des gens qui étaient des prisonniers politiques dans des prisons sont désormais dans une prison beaucoup plus ouverte qui s'appelle toute la Côte d'Ivoire. Car il n'échappe à personne que le droit des citoyens s'est tellement effondré en Côte d'Ivoire qu'on assiste ces dernières années à des allers-retours pour un mot, pour un tweet, pour une publication sur Facebook, pour une critique, des allers et retours de nombreux citoyens entre la cité et la prison. Mais notre frère, le vice-président de notre mouvement, Koné Kamaraté Souleymane, il n'en était pas à son premier emprisonnement, c'était pratiquement le 3e, sous le régime du président Alassane Ouattara. Prenez le cas de notre sœur bien-aimée Pulchérik Balé. Pour un mot, elle s'est retrouvée en prison. Elle en est ressortie et pour un autre mot, elle y est retournée. Prenez le cas des imams. Prenez le cas des pasteurs. Prenez le cas de l'église catholique même qui a été menacée de coups et blessures sous ce régime. Et vous comprendrez que toute la Côte d'Ivoire est une immense prison. Donc, quand quelqu'un sort de la Maca, quand quelqu'un sort d'une prison en Côte d'Ivoire pour rentrer chez lui, il n'est pas libre, il est élargi. Écrivez ça. Dans le communiqué de GPS, on n'a pas dit que nos camarades ont été libérés. On a dit qu'ils ont été élargis. C'est-à-dire que la chaîne du régime d'Alassane Dramane Ouattara, attachant chacun des Ivoiriens, chacune des Ivoiriennes, cette chaîne, elle a seulement été allongée. Parce que la Côte d'Ivoire est actuellement un régime d'exception. C'est-à-dire un régime où la volonté du prince Alassane Dramane Ouattara détermine le sort des individus, au mépris de la loi. Les magistrats ivoiriens se sont plusieurs fois plaints. Les grands syndicats de la magistrature de Côte d'Ivoire se sont plusieurs fois plaints du fait que les conditions de travail se sont détériorées sous le régime. Et que la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire, le respect de l'autorité de la chose jugée, était le cadet des soucis du régime de M. Ouattara. Donc, le président Guillaume Soro parle de début de décrispation parce qu'il n'y a pas eu libération. Par exemple, s'il y avait vraiment eu libération, il y aurait eu amnistie. Car il y a une différence entre la grâce et l'amnistie. Dans la grâce, on vous élargit, mais on maintient l'épée de Damoclès de la condamnation sur vous. Puisqu'on la maintient dans votre curriculum vitae, on la maintient dans votre casier judiciaire. Alors que l'amnistie est une mesure qui efface les infractions qu'on vous reprochait, qui efface les peines qu'on vous a infligées à propos de ces infractions et qui vous redonne tous vos droits.
Donc rien que le choix systématique de la grâce et non de l'amnistie par le régime du président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, cela prouve que les Ivoiriens ne sont pas libérés quand ils sortent de prison, ils sont juste élargis. Car la grâce n'est rien d'autre en réalité que l'indice potentiel d'un emprisonnement récurrent, d'un emprisonnement réversible, d'un emprisonnement réitérable, répétable. Maintenant, je passe à l'idée suivante du communiqué. Il a dit que les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. Qu'est-ce que c'est que la cordialité? La cordialité ici, c'est que le président Guillaume Soro s'est contenté de saluer de la part du président Alassane Ouattara du RHDP le fait qu'il ait compris que la situation ne pouvait plus durer, que les innocents ne pouvaient pas continuer à croupir ad vitam aeternam en prison et qu'il fallait donner une chance au peuple ivoirien de retrouver toutes ses filles et ses fils et de trancher la crise politique précisément par une démarche inclusive, une démarche d'ouverture, une démarche d'écoute, une démarche de respect des droits, bref, de restauration de l'état de droit. Donc, la cordialité ici, ça a été, non pas que le président Guillaume Kibafori Soro de GPS attendait quoi que ce soit du président Alassane Ouattara en particulier, il s'agissait simplement de lui dire qu'il avait pris acte de ce qui semble être le signe de sa nouvelle compréhension de la situation politique. La cordialité ici, elle vient du fait que le président Guillaume Soro se souvient parfaitement qu'au début du conflit qui s'est ouvert entre le président Alassane Ouattara et lui, il y a eu une fausse accusation. Fausse accusation contre le président Guillaume Soro. C'est précisément parce que le président Guillaume Soro ne se reproche pas les faits qui lui ont été inventés que lorsqu'il rappelle le président Alassane Ouattara, il se contente de constater que le président Alassane Ouattara du RHDP a commencé à comprendre que l'intérêt du pays est dans la décrispation, l'intérêt du pays est dans la reconnaissance des droits de tous et de chacun, l'intérêt du pays est dans l'ouverture du pays à la participation de toutes ses filles et ses fils à la construction de son avenir. La cordialité, c'était cela. Il n'y avait pas de demande particulière du président Guillaume Kibafori Soro envers le président Alassane Ouattara. Je vous dis ces choses-là parce que moi, j'ai suivi, après ces conversations, systématiquement les réunions dirigées par le président Guillaume Soro pour nous mettre au diapason. Nous, ces proches conseillers, nous avons été informés. Je dis bien moi, Niamsi ou Cameroun, ou Africa, conseiller spécial du président Guillaume Soro, j'ai été informé en temps et heure de la conversation. J'ai été intimement associé à la réflexion sur ce qu'il fallait faire de l'attitude, eh bien, de début de décrispation adoptée par le président du RHDP Alassane Ouattara. Et je peux vous dire que cette cordialité, côté Génération et Peuple Solidaire, du côté de notre leader, elle signifie la reconnaissance du droit de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens de participer à la construction du présent et du futur de leur pays, et la reconnaissance du droit de tous les hommes d'État de Côte d'Ivoire à participer activement à l'élection présidentielle 2025. Inclusivement, en toute transparence, sans ostracisme, sans exclusion superfétatoire. D'où le sens de la dernière, de l'avant-dernière idée du communiqué. La volonté maintenue de l'ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'avant-dernière idée qu'il y a dans le communiqué. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais écoutez, tout se passe un peu en Côte d'Ivoire comme si le pardon et la réconciliation sont nés comme thème politique seulement après que Guillaume Kibafori Soro, à la tête du MPCI, ait mené l'action de rébellion contre le régime du président Laurent Gbagbo en 2002. Il est important ici, pour comprendre cette question de la réconciliation et de la paix,
de rafraîchir un peu la mémoire à ceux qui peut-être ne connaissent pas bien l'histoire de Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut la réconciliation, le pardon et la paix. Certains ont oublié que dans les années 60, la Côte d'Ivoire a été le théâtre d'emprisonnement politique massif. Et que des dignes fils de la Côte d'Ivoire, je pense notamment par exemple à Ernest Boka, ont trouvé la mort en prison politique dans les années 60 en Côte d'Ivoire. J'invite ceux qui ne connaissent pas l'histoire ivoirienne que j'ai étudiée. J'invite ceux qui ne la connaissent pas à étudier l'histoire des faux complots d'Houphouët-Boigny. C'est comme ça qu'on appelle cela. Si vous tapez sur Google les faux complots d'Houphouët-Boigny dans les années 60, l'histoire de la prison d'Assabou, si vous lisez par exemple le témoignage du professeur Samba Diarra, vous vous rendrez compte que les années 60 en Côte d'Ivoire ont été marquées par des tragédies. Et qu'il est toujours temps pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette tragédie, de demander pardon. On ne peut pas se comporter en Côte d'Ivoire comme si la tragédie a commencé quand il y a eu une rébellion en 2002. Il y a eu des tragédies dans la Côte d'Ivoire d'avant. Et des tragédies plus importantes même que la rébellion de 2002. Car certains ne savent pas ce qui se passe dans les années 70. Les événements du Guébié, la répression, eh bien, de la rébellion de Kragbé-Nyakbé dans le Guébié. J'espère que vous savez que la répression de cette rébellion s'est comptée en milliers de morts, en pays BT notamment. Des milliers de morts. On était sous le régime du président Houphouët-Boigny. Lorsque la révolte, la rébellion du Guébié, avec pour leader Kragbé-Nyakbé, était écrasée. Quand on veut parler du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire, pourquoi fait-on semblant d'oublier qu'il faut demander... Ceux qui ont participé au massacre des Ivoiriens, ceux qui savent que des Ivoiriens sont morts par leur faute dans les années 70, dans le Guébié, est-ce qu'ils pensent qu'on va parler de pardon et de réconciliation sans qu'eux aussi viennent s'excuser? Sans qu'eux aussi viennent reconnaître? Parce que beaucoup de ceux qui étaient au pouvoir à l'époque sont encore là. Et quand on parle de pardon et de réconciliation, certains ont la manie de pointer leurs doigts dans la direction du seul Guillaume Kibafori Soro, président de GPS, en oubliant les 3, voire 4 autres doigts de leurs mains qui les pointent eux-mêmes. Quand tu pointes l'autre, c'est lui qui doit demander pardon. C'est lui qui doit demander pardon. N'oublie pas les 3 doigts de ta propre main qui te désignent. Car pour les complots des années 60, les prisons d'Assabou, les Ernest Boka qui sont morts, à qui doit-on demander pardon? Pour les Ivoiriens morts en pays BT, dans la répression terrible du Guébié, qui? Je me souviens même des événements du Sanvi. Lorsque le Sanvi a esquissé, sur la base de l'histoire longue de l'ancien protectorat du Sanvi, de nouvelles revendications pour son indépendance, est-ce que vous savez que des centaines, voire des milliers d'Ivoiriens ont trouvé la mort dans le Sanvi? Il faut lire l'histoire des années 59-60 dans la région de l'actuel royaume du Sanvi. Alors avançons, venons dans les années 90. Alassane Ouattara est Premier ministre du président Houphouët-Boigny. La répression contre le retour au multipartisme. Mais elle va coûter des dizaines, voire des centaines de morts à la Côte d'Ivoire. Oui ou non? Les événements des cités universitaires, notamment de Yopougon, en 1991. À qui doit-on demander pardon? Parce qu'il y a des familles qui ont été endeuillées par ces événements. En 1992, la répression des manifestations de l'opposition, qui a failli coûter la vie au président Laurent Gbagbo, alors secrétaire général du FPI, et à son épouse, Madame Simone Ehime Gbagbo, le 18 février 1992. La répression ce jour-là, les morts de ce jour-là. Qui doit demander pardon pour cela? Parce que apparemment en Côte d'Ivoire, le seul qui doit demander pardon tous les jours, c'est Guillaume Soro, n'est-ce pas? Mais je suis en train de vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas une famille politique ivoirienne qui n'ait pas à demander pardon. Il n'y a pas un homme d'État ivoirien qui n'ait pas à demander pardon aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avançons. En 1995, c'est le boycott actif. Là, on parle du Front républicain qui associe le FPI, du secrétaire général, le professeur Laurent Gbagbo, et le RDR de Jenny Kobina, Alassane Dramane Ouattara étant lui-même derrière. Mais il va y avoir des morts.
lors de la répression des manifestations du boycott actif. Quand on parlera du pardon en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'on n'a pas le droit de chercher à savoir qui doit demander pardon pour les morts de 1995? 1999, le coup d'État. Il y a eu des morts, non? Il ne faudrait pas demander pardon? Arrivons en 2000. Octobre 2000, le charnier de Yopougon. Il ne faut pas demander pardon? Ceux qui ont perpétré le charnier de Yopougon, là, ils ne doivent pas demander pardon? Les massacres autour de ce que le président Laurent Gbagbo a appelé ici justement les conditions calamiteuses de l'élection d'octobre 2000. Il ne faut pas demander pardon? Les événements donc de 2001, 2002, sont-ils les seuls autour desquels le pardon doit avoir lieu? Les événements de 2010-2011, sont-ils les seuls autour desquels le pardon doit avoir lieu? La réponse est historiquement non. Pour réconcilier la nation ivoirienne, toutes les tragédies que le pays a connues doivent être versées au dossier. Et tout le monde doit reconnaître sa responsabilité. Pour notre part, le président Guillaume Kibafori Soro s'est fait champion de ce thème depuis très longtemps. Moi, je suis son conseiller depuis 2012. Pourtant, avant que je ne devienne son conseiller, le président Guillaume Soro s'était déjà inscrit dans les grands événements du pardon. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est le plus grand négociateur d'accords, de compromis et de consensus politique parmi les hommes d'État ivoiriens vivants. Si vous étudiez le processus des négociations qui a commencé en 2002 à Lomé, qui s'est poursuivi à Dakar, qui s'est poursuivi à Accra, qui s'est poursuivi à Marcoussis, qui s'est poursuivi après Marcoussis à Accra, qui s'est poursuivi après Accra à Pretoria, après Pretoria à Ouagadougou. Si vous suivez tout ce processus-là, le seul des hommes d'État actuels vivant en Côte d'Ivoire qui était présent à chacune des étapes, c'est Guillaume Soro. Dans toutes les autres étapes, les autres hommes d'État n'étaient pas systématiquement présents. Mais quel était l'objectif de ces négociations? Mais c'était la paix, c'était la réconciliation, c'était le pardon. Des événements comme la flamme de la paix à Bouaké. Les événements comme l'organisation consensuelle de l'élection, eh bien, 2010. Tout cela a été la conséquence de la recherche de ce compromis. Quand, au demeurant, Guillaume Soro quitte la primature, le 8 mars 2012, il prononce un discours dans lequel il dit que la Côte d'Ivoire ne s'en sortira pas si on ne se réconcilie pas. Et si les deux ailes, les deux bords, les deux moitiés de la Côte d'Ivoire qui se sont affrontées à l'occasion de l'élection présidentielle 2010 et de la crise post-électorale 2010-2011, si elles n'acceptent pas de vivre ensemble et de se réconcilier autour de règles justes, la Côte d'Ivoire ne pourra pas réellement décoller. Il y aura une apparence de progrès, il y aura une poudre de perlimpinpin de progrès économique, mais le cœur des hommes et des femmes meurtris restera sombre. Et le génie national ne pourra pas réellement être fructifié. Écoutez son allocution quand il quitte la primature le 8 mars 2012. Mais, allons plus loin. Devenu président de l'Assemblée nationale, le président Guillaume Kibafori Soro va délivrer le 3 avril 2017. Là, je suis acteur à ses côtés de cet événement. Il délivre un discours très audacieux dans lequel il demande, je dis bien le 3 avril 2017, il demande ouvertement ce qu'il demandait confidentiellement depuis plusieurs années au président Alassane Ouattara. La libération de tous les prisonniers politiques issus de la famille du Front populaire ivoirien. 3 avril 2017, je donne des dates parce que nous avons rédigé un livre collectif sur cet événement. Moi, j'ai accompagné, en 2013, en pays bêté, jusque dans la cour de la chefferie de Mama, le village du président Laurent Gbagbo, j'ai accompagné le président Guillaume Kibafori Soro avec plusieurs de ses conseillers pour demander pardon. Appeler au pardon, parce que le pardon et la réconciliation sont la condition pour vivre à nouveau ensemble, à condition qu'on se donne des règles qui seront respectées par tous et par chacun, car
l'intérêt collectif est supérieur, le bien commun de la nation est supérieur aux avantages individuels. J'ai été de cette campagne périlleuse où notre petit avion faillit s'écraser sur la piste de l'aérodrome de Gagnoa. Je n'oublierai jamais cela. Fénélon Rodrigue Massala, notre frère et compagnon, journaliste reporter originaire du Congo, était avec nous dans l'avion. Le président Guillaume Soro, une fois que cet avion a posé pied, c'était au mois d'août 2013, je m'en souviens encore, comme si c'était maintenant. Une fois que cet avion a réussi à poser pied et à ne pas s'écraser contre les arbres de la forêt, nous a dit, c'est un signe. Nos ancêtres et le Tout-Puissant veulent que notre mission de réconciliation réussisse. Si nous devions échouer, en fait, c'est en mourant ici, sur cet aérodrome, en terre battue de Gagnoa, où notre avion a failli se couper en deux. Donc, j'ai accompagné le président Guillaume Soro à une époque où la haine, les tensions, la rancœur, la vengeance étaient exacerbées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire contre le régime du président Alassane Ouattara. Et à cette époque-là déjà, le président Guillaume Kiwafori Soro s'était fait le champion du message de la réconciliation et du pardon. Nous qui vivons en diaspora, il nous a mis en mission pour cela. Moi, j'ai failli me faire lyncher par mes frères et sœurs, les militants du FPI, à Paris, dans ces missions dans lesquelles le président Guillaume Soro nous dépêchait, me chargeait d'aller rentrer en contact avec les exilés ivoiriens. Le président Guillaume Soro, je peux le dire maintenant, m'a mis en mission pour aider plusieurs exilés ivoiriens. Plusieurs des exilés ivoiriens que vous voyez être rentrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont bénéficié de l'aide du président Guillaume Soro par l'entremise de ses conseillers vivant en diaspora que nous sommes. Moi, j'ai été porteur de beaucoup d'aides. Le président Guillaume Soro n'a pas donné ses aides en contrepartie d'un soutien. Il a aidé même des gens qui jamais ne l'ont soutenu politiquement. Des gens même qui, quand lui s'est retrouvé dans la muise, n'ont même pas dit un mot doux. Plusieurs des Ivoiriens, que ce soit de l'ancien Front populaire ivoirien, ou que ce soit même des proches du PDC-RDA, qui étaient partis en exil et qui ont pu rentrer en Côte d'Ivoire, ont pu le faire grâce à l'action du président Guillaume Soro. Les témoignages existent et ils sont nombreux en ce sens. Donc, quand le président Guillaume Soro parle de réconciliation et du pardon, il parle pas de... Ce ne sont pas des mots. C'est un comportement qu'il a adopté. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Le président Guillaume Soro, très tôt, nous a mis dans des missions extrêmement difficiles pour toucher le cœur de nos frères. Pour toucher le cœur de nos frères. Et c'est parce que nous avons persisté qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il est possible à toute la classe politique, notamment de l'opposition ivoirienne, de dialoguer. C'est parce que nous, les compagnons du président Guillaume Soro, sous la vision qui était déjà la sienne depuis plusieurs années, nous avons compris qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire sans les autres. Il n'y a pas de pays par l'exclusion. Il n'y a pas de pays par la confiscation. Il n'y a pas de pays par la gouvernance en famille. Il n'y a pas de pays par l'arrogance. Le pays est un bien commun. Et ceux qui veulent le servir doivent considérer que c'est leur responsabilité même de protéger leurs pires ennemis contre l'ignominie. Car si tu es capable de protéger tes ennemis contre l'ignominie, tu es digne de diriger la nation. Car celui qui dirige la nation a la responsabilité de ses amis comme de ses ennemis. Il a la responsabilité de ses partisans comme de ses adversaires. Il a la responsabilité de ceux qui l'aiment comme de ceux qui ne l'aiment pas. C'est cela un chef. Un chef doit transcender. Un chef doit transcender. Il doit savoir se mettre à la hauteur. Alors, le président Guillaume Soro conclut le communiqué en soulignant son ouverture au dialogue. Mais que signifie cette ouverture au dialogue? Il y en a qui ont mal compris cette ouverture au dialogue. Le président Guillaume Soro, quand il dit qu'il est ouvert au dialogue, il parle du dialogue en vue de l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente, une élection présidentielle de l'apaisement, une élection présidentielle de la renaissance de la souveraineté ivoirienne. C'est cela l'objet du dialogue pour le président Guillaume Soro. Je vois certains qui sont baladés sur les réseaux sociaux en disant que non, l'objet du dialogue c'est que en fait, le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, exigerait du président Guillaume Soro qu'il retourne au RHDP. J'ai le devoir de vous informer solennellement, non seulement qu'il n'en a jamais été question, mais qu'il n'en sera jamais question. Je vous le dis
et je ne risque jamais de me tromper, personne ne peut me dédire. Génération et peuple solidaire, dont le président est l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, ne sera jamais réellement dissous et Génération et peuple solidaire ne sera jamais phagocyté par un autre parti politique, par un autre mouvement politique. Nous avons créé Génération et peuple solidaire pour réaliser l'ambition de gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Donc, le dialogue politique dans l'esprit du président Guillaume Kibafori Soro n'a qu'un sens. Rendre les droits au peuple ivoirien de choisir librement ses dirigeants. Rendre les droits à tous les hommes d'État, à tous les hommes, à toutes les femmes politiques de Côte d'Ivoire qui veulent participer à la concurrence loyale pour la gestion du pouvoir d'État. Et nous nous sommes d'autant plus convaincus que vous avez eu l'occasion de voir la chose se faire au Sénégal. Nous sommes d'autant plus convaincus que nous savons qu'en situation de compétition loyale, Génération et peuple solidaire plient l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Ce ne sera même pas un débat. Nous gagnons au premier tour. Nous gagnons au premier tour. Écrivez ça. Et c'est précisément parce que le régime du président du RHDP, Alassane Ouattara, a perçu la capacité de gagner régulièrement l'élection présidentielle de notre leader. C'est précisément pour cela qu'il a été empêché d'être candidat en 2020. Si le RHDP était sûr de pouvoir battre dans les urnes à la régulière le candidat de GPS, Guillaume Kibafori Soro, il n'aurait pas été empêché d'être candidat. Quand vous voyez un régime empêcher quelqu'un d'être candidat, c'est parce que les sondages disent que s'il est candidat, il va gagner. Si vous voyez Macky Sall empêcher Sonko d'être candidat, c'est parce qu'il savait que Sonko allait gagner. Si vous voyez Alassane Ouattara empêcher Soro d'être candidat, il l'empêche depuis maintenant 5 ans parce qu'il sait que s'il est candidat, il gagne. Écrivez ça. Donc il ne faut pas que le dialogue politique qui a été évoqué ici soit interprété autrement que comme une décrispation ayant pour but d'ouvrir le jeu politique, de mettre fin à l'exclusion et de permettre au peuple ivoirien, le seul véritable souverain, de trancher entre les projets de société concurrents de ses filles et de ses fils. Voilà le sens du dialogue. Et c'est de cela que parle le communiqué. Et quel est l'élément qui me permet de vous dire que c'est ce que le président Guillaume Soro a dit au président Ouattara? C'est que le président Guillaume Soro a réitéré le sens de ce dialogue, la visée et le but de ce dialogue, à l'occasion d'une interaction sur les réseaux sociaux, à la suite d'une publication de RFI. Je vais vous lire le tweet que le président Guillaume Soro a publié à cette occasion. Ce tweet est extrêmement clair. Alors, une journaliste sur les réseaux sociaux avait publié l'information selon laquelle je vais vous le retrouver. Je veux retrouver ce tweet. Voilà, je l'ai ici. Très bien. Christelle Pire, c'est de ce tweet que je vous parle maintenant. Ce tweet-là. Il est sur la page du président Guillaume Soro, sa page Twitter. Christelle Pire, une journaliste française, a écrit ceci. Guillaume Soro affirme avoir téléphoné à Alassane Ouattara. Les deux hommes politiques ivoiriens sont en froid depuis plusieurs années. Voilà ce que Christelle Pire a publié. Excusez-moi, Voilà. Voilà ce que Christelle Pire a publié. Et voici le commentaire retweeté par le président Guillaume Soro à l'adresse de la journaliste Christelle Pire. Le président Guillaume Soro dit « C'est vrai. Lui et moi avons parlé au téléphone. Ce n'est pas un poisson d'avril. La prochaine fois, ça sera en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2025 n'est plus loin. Il faut s'activer. » Fin de citation. Ce sont les propos du président Guillaume Soro. Donc, quand le président Guillaume Soro prend son téléphone pour appeler le président Alassane Ouattara, c'est parce que la décrispation qui vient de commencer signifie, pour le président Guillaume Soro, que le président Ouattara a compris ce que Macky Sall a compris trop tard. Et que peut-être le président Ouattara, lui, veut gagner du temps. C'est parce que Macky Sall a perdu du temps qu'il a été surpris par les événements.
Alors, peut-être que le président du RHDP, lui, il a compris qu'il faut gagner du temps. En desserrant l'étau tout de suite, il a fait plus de 2 mandats. Il est en train de faire un 3e mandat anticonstitutionnel. Et il devrait bien comprendre que la situation politique ivoirienne ne va pas s'arranger pour lui. Il a intérêt à sortir de la situation politique ivoirienne par l'organisation d'une compétition, par l'acceptation de l'organisation d'une compétition juste, loyale, transparente, ouverte, laquelle seule peut sauver la stabilité vraie, la paix juste, et relancer authentiquement la Côte d'Ivoire. Donc, le président Guillaume Soro répond à la journaliste Christelle Pire que lui, il a téléphoné au président du RHDP, Alassane Ouattara, parce que la présidentielle de 2025 arrive. Et comme lui, le président Guillaume Soro, est candidat, eh bien, les débuts de crispation qu'il croit avoir perçus dans l'élargissement de nos camarades, eh bien, laissent à penser que peut-être qu'enfin, nous disons bien peut-être qu'enfin, le président du RHDP a compris qu'il ne va pas s'en sortir par la ruse, le mensonge et la violence. Car dans les fois précédentes, il s'était systématiquement sorti d'affaire par la ruse, le mensonge et la violence. Donc voilà le sens du communiqué qui vous est maintenant précisé. C'est l'élection présidentielle 2025 en ligne de mire. Il n'y a pas autre chose. Le président Guillaume Soro n'est demandeur de rien d'autre. Depuis bientôt 5 ans d'exil, le président Guillaume Soro a vécu sans recevoir de qui que ce soit en Côte d'Ivoire un seul copec. Ses comptes bancaires ont été confisqués. Ses rentes viagères d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, d'anciens premiers ministres ne lui sont toujours pas payés. Même ses documents de voyage n'ont pas été renouvelés par le régime du président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Le président Guillaume Soro n'a pas appelé pour demander quoi que ce soit. Il a appelé pour prendre acte que peut-être, je dis bien peut-être, le président du RHDP a compris qu'il ne pourra pas continuer à s'en sortir par la violence, par le mensonge et par la ruse. Voilà le sens du communiqué. Maintenant, je voudrais conclure mon propos en abordant les mauvaises interprétations du communiqué que certains ont fait prospérer dans les réseaux sociaux, en croyant pouvoir tordre le sens de la chose. D'abord, il y a un premier groupe de menteurs invétérés, les traîtres au mouvement Génération et Peuple Solidaire. Il s'agit de certains de nos anciens camarades, dont je ne citerai point le nom ici, ce serait leur faire trop d'honneur, qui, très tôt, frappés par le syndrome de Stockholm, ce que j'ai donc appelé les Stockholmards, se sont précipités dans la mangeoire du restaurant du RHDP, en prétendant par là initier le chemin du dialogue. Ceux-là se sont empressés ces dernières heures de dire que le président Guillaume Soro de GPS fait enfin ce qu'ils avaient demandé de faire il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 2 ans, pour certains d'entre eux. C'est faux. Le président Guillaume Soro n'est pas en train de faire ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont trahi GPS pour retourner au RHDP. Le président Guillaume Soro ne retourne pas au RHDP. Il ne retournera jamais au RHDP. Il est le président de Génération et Peuple Solidaire. Si le peuple de Côte d'Ivoire, ou Dieu le Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés le veulent, il gouvernera la Côte d'Ivoire comme président de la République après avoir gagné l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. C'est tout. Les Stockholmards ont trahi. Ce sont des faux compagnons. Ce sont des duplicitaires. Il ne faut pas les écouter. Le président Guillaume Soro n'est pas en train de faire comme eux. Eux, ils ont abandonné. Ils ont capitulé en rase campagne. Ils ont abandonné leurs camarades en prison. Ils ont abandonné leurs camarades en exil. Ils ont abandonné leurs camarades dans les campagnes et dans les villes pour aller à la mangeoire du restaurant, se vautrer dans le lucre et la fornication, la prostitution politique du régime. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Personne ne peut se prévaloir en Côte d'Ivoire d'avoir corrompu le leader de Guillaume Kibafori Soro, le leader de GPS Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons que nous sommes. Personne. Voici maintenant 5 ans pleins d'exil. Nous sommes droits dans nos bottes. Personne en Côte d'Ivoire. Or, eux,
Ceux-là qui se promènent pour dire, ah, voilà maintenant, ce qu'il disait qu'on ne doit pas faire là, c'est ce qu'il a, c'est pas la même chose. Il n'est pas venu se vendre à M. Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas venu demander à Alassane Dramane Ouattara de lui donner à manger. Il n'est pas venu chercher du plocochoni. Il n'est pas venu demander qu'on lui donne éventuellement des souris braisées. Non. Il n'est pas venu chercher un petit poste de directeur d'une institution obscure, dans un régime obscur. Nous ne sommes demandeurs de rien. Aucune fonction du régime de M. Alassane Dramane Ouattara n'intéresse notre mouvement. Donc, le premier groupe là, c'est un groupe de menteurs. Ils veulent en réalité cacher, pour ainsi dire, leur cul qui est dehors depuis qu'ils ont trahi. Mais leur cul est toujours dehors. Car il ne s'agit pas de trahir le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de trahir les bases de Génération et Peuple Solidaire. Il ne s'agit pas de trahir notre conscience et notre engagement. Le président est droit dans ses bottes. Ça, c'est le premier groupe. Il fallait leur répondre. Ce n'est pas la même chose. Se lever, aller se vautrer au RHDP, commencer à mentir sur son ancien leader, comme l'ont fait certains. Jouer même au jeu d'inventer des coups d'État imaginaires pour agonir, pour enfoncer, pour noyer son ancien leader, afin d'obtenir en échange quelques strapontins et quelques miettes. Ça, c'est Judas Iscariote, c'est Stockholmar. Ce sont des individus irrécupérables. D'ailleurs, ils n'ont la confiance de personne, ni au RHDP, ni en dehors du RHDP. Tout le monde les regarde en réalité comme des vendus à vie. Une fois que tu as trahi tes engagements essentiels, personne ne te fait confiance. Personne de sérieux. Maintenant, il y a un deuxième groupe. Ce sont les militants radicaux du RHDP, que par extrapolation, on appelle de manière ironique les moutons. Eux, ils se sont pressés de crier victoire sur les réseaux sociaux, en estimant que le président Guillaume Soro avait plié un genou par terre devant leur chef, le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Passer un coup de fil à un dirigeant politique pour lui dire qu'on prend acte du début de la décrispation politique, c'est ça, plier un genou par terre. Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ils n'ont pas discuté avec Macky Sall. Vous ne les avez pas vus le saluer? Vous pensez qu'ils sont devenus amis pour la vie? L'action politique, et surtout pour un dirigeant, elle suppose la capacité du contact, la capacité de faire face à l'adversaire, la capacité de discuter. Cette capacité ne correspond pas à l'agenouillement des Stockholmars. Je dis aux militants radicaux du RHDP que le président Guillaume Soro ne s'est pas soumis et ne se soumettra jamais à quelques présidents de partis politiques, à quelques autres hommes d'État, que ce soit en Côte d'Ivoire. Il ne doit obéir qu'à la loi juste, qui doit être la constitution ivoirienne. Il ne doit obéir qu'à sa conscience. Il ne doit obéir, et bien sûr, qu'aux enseignements de Dieu le Tout-Puissant et à ceux de ses amis, compagnons bienveillants, véridiques et loyaux. Voilà. Donc le deuxième groupe aussi se trompe. Ils se sont mis à crier, il est de retour RHDP. Jamais ça va arriver. Quittez rapidement d'un mauvais rêve. Jamais nous, on ne viendra au RHDP. Le président Guillaume Soro, jamais n'ira au RHDP. Je dis bien jamais. Donc, que le deuxième groupe là arrête. Maintenant, il y a un troisième groupe. Ça, c'est à l'international. Oh, ces derniers temps, le président Guillaume Soro est dans l'Alliance des États du Sahel. Il est aux côtés des leaders panafricanistes du Mali, le président Assimi Goïta, du Burkina, le président Ibrahim Traoré, et aux côtés du président du Niger, le président Abdourahmane Tchani. Mais il discute avec eh bien, un mentor, un cacique de la CEDEAO. Est-ce que ça, là, c'est pas une trahison? Mais dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a discuté autant
dans des négociations politiques que le président Guillaume Soro. Si vous étudiez les négociations de 2002 jusqu'en 2010, il est le seul à avoir été à toutes les négociations. Je dis bien toutes. Tous les autres hommes d'État n'ont pas été à toutes. Alors, en quoi le fait de reconnaître le début d'une décrispation politique serait une déviation par rapport à une ligne idéologique? Est-ce que vous savez que tous les dirigeants ouest-africains continuent à échanger de temps en temps avec des dirigeants de la CEDEAO? Ce n'est pas parce qu'on échange avec des dirigeants ou un dirigeant de la CEDEAO que l'on adhère à la politique de la CEDEAO. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les contacts politiques qui sont nécessaires dans la vie politique des nations, des peuples, des institutions, des partis, des mouvements. Il ne faut pas les confondre avec des actes d'allégeance. Alors, en Côte d'Ivoire, mais de son vivant, le président Bédié lui arrivait de passer un coup de fil au président Ouattara. Est-ce pour autant qu'il a soumis le PDCI-RDA au RHDP? Le président Laurent Gbagbo, depuis son retour de la Haye, a plusieurs fois rencontré le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Est-ce pour autant que Laurent Gbagbo a soumis le PPACI au RHDP ou au président Ouattara? Il a dit plusieurs fois dans des conversations publiques que lui, il a passé un coup de fil à Alassane Ouattara. Est-ce parce qu'il a passé un coup de fil, le président Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara, qu'il est soumis? On a vu le président du PDCI-RDA, le nouveau président, Tidiane Thiam, aller publiquement prendre, dit-il, des conseils auprès du président Ouattara. Est-ce pour autant que les militants du PDCI-RDA disent que désormais Tidiane Thiam est soumis à Alassane Ouattara? Non. Je vois que ce soit à l'international ou au plan national, il y en a qui, en réalité, pensaient que Guillaume Kibafori Soro était écarté à tout jamais du centre du jeu politique. Or, il est écrit que c'est la pierre que l'on a rejetée qui s'avère, la pierre angulaire de la reconstruction du temple. Le président Guillaume Soro lui-même le dit souvent d'une autre façon. Quelquefois, c'est le chemin que l'on prend pour échapper à son propre destin qui est le plus court pour le réaliser. Donc, en réalité, à force de vouloir exclure en interne, exclure en externe, Guillaume Kibafori Soro, inévitablement, vous participez à la conviction et à la persuasion du peuple de Côte d'Ivoire et de l'opinion internationale qu'il est l'homme d'État en réserve de la nation. Donc, ceux qui tremblent parce qu'il y a eu ce coup de fil entre le président de GPS et le président du RHDP ont raison de trembler. Parce que la détermination du président Guillaume Soro, elle porte sur la question essentielle. Qui doit décider de la dévolution du pouvoir en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le président Ouattara, ce n'est pas le président d'un parti politique, ou même, c'est même pas le président, celui qui assume de facto les fonctions de chef de l'État. Ce n'est pas lui qui doit décider de la direction suprême de la nation. La direction suprême de la nation ivoirienne doit être décidée par le souverain. Le souverain en Côte d'Ivoire doit être le peuple. Et toute l'action politique du président Guillaume Soro, en vue de son retour actif et gagnant en Côte d'Ivoire, elle porte sur le dialogue en vue de la restauration de la souveraineté du peuple ivoirien. Que personne ne vous écarte de cette compréhension. Que personne ne vous angoisse. Camarades militants de générations et peuples solidaires, voilà comment il faut comprendre cette conversation téléphonique. Ne vous laissez pas amener ou balloter à gauche et à droite par des interprétations fallacieuses, mensongères. Ne vous laissez pas tromper. Le président Guillaume Soro, il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il a une détermination à servir la Côte d'Ivoire. Il a la volonté, les moyens, les hommes, les femmes qui l'accompagnent pour gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Et si Dieu le veut, si le peuple de Côte d'Ivoire le veut, et si le président Guillaume Kibafori Soro lui-même continue ardemment à le vouloir, cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Voilà assez rapidement quelques idées que je voulais mettre à la disposition de l'opinion ivoirienne, de l'opinion africaine, de l'opinion internationale. La conversation téléphonique Ouattara-Soro n'est rien d'autre qu'une espèce de prémisse pour un véritable dialogue politique inclusif
un dialogue politique ouvert qui sera la condition de l'organisation des élections présidentielles 2025 dans des conditions de transparence, d'exemplarité et pour restituer au peuple ivoirien sa souveraineté. C'est le seul jeu auquel GPS va jouer. Et le leader de notre mouvement ne joue qu'à ce jeu. Il ne s'agit pas de compromis sur les principes. Il ne s'agit pas de compromis sur le respect de la volonté du souverain, le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de compromis sur la candidature. Il ne s'agit encore moins, surtout pas, de compromis sur l'appartenance à notre formation politique. Le président de GPS demeure le président de GPS. GPS vivra. Vous avez vu, Pastef, dissous au Sénégal, victorieux à l'élection présidentielle. Vous verrez GPS victorieux à l'élection présidentielle. Comme vous avez vu Pastef. On a proclamé que Pastef était dissous. Pastef a gagné 54%. On ne dissout pas un esprit. L'un de nos anciens camarades, quand il ne jouait pas encore les renégats, a dit que Guillaume Kibafori Soro est un esprit. C'est-à-dire un homme qui est dévoué à une cause, à une vision. Et qui est prêt à consentir tous les sacrifices. Qui est prêt à la persévérance et à la patience nécessaires pour mériter la confiance de son peuple. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit et c'est ainsi qu'il faut comprendre ce communiqué. Qu'on ne vienne pas vous tromper en vous en donnant une autre interprétation. Alors, vous étiez plus de 9000 personnes à suivre cette émission. Je vois assez rapidement quelques chiffres. Côté YouTube, vous étiez plus de 5000 personnes en direct. Vous étiez plus de 1000 personnes sur TikTok. Vous étiez près de 2000 personnes sur Facebook, Franklin Nyamsi. Et j'imagine que sur la page de notre leader, le président Guillaume Kibafori Soro, vous étiez également des milliers à être assemblés. Je vous remercie, et notamment de distribuer cette émission, afin qu'une compréhension saine de la rencontre téléphonique Ouattara-Soro fin mars 2024 s'installe dans l'opinion. Et que nul ne s'y trompe. Nous sommes en marche pour 2025. Je vous remercie. Soyez bénis. Vive! Génération et peuple solidaire, vive son leader, le président Guillaume Kibafori Soro. Vive le grand peuple africain de Côte d'Ivoire. Soyez bénis. À bientôt, à Alépé, à Akupé, à bientôt, à Zouaounien, à Man, à bientôt, à Ferkesedou, à bientôt à Biankouma, à bientôt à Odiene, à bientôt à Samatirila. Nous arrivons. Génération et peuple solidaire arrivent. Le président Guillaume Soro est en route vers sa patrie pour servir l'avenir, pour rendre au peuple ivoirien sa souveraineté volée. N'en doutez pas un seul instant, la détermination de notre leader et de notre mouvement est totale. Et les outils du dialogue politique, les outils du contact politique font partie des outils ordinaires pour les hommes d'État. Ne vous laissez pas distraire. Jamais nous ne trahirons le peuple ivoirien. Jamais nous ne trahirons nos engagements avec Génération et Peuple Solidaire. Jamais nous ne trahirons le peuple africain auquel nous devons de rendre partout sur le continent sa dignité, sa souveraineté, sa prospérité méritée. Écrivez ça.
Je vous salue à Dieukwé. Je vous salue à Tengrela. À Yamoussoukro, à Daoukro. Je vous salue à Dembokro. Soyez salués à Bangourou, à Abwasso. Soyez salués à Oumé. Soyez salués à Daloa. Soyez salués. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission, qui l'ont amplement offerte au grand peuple africain de Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci. Portez-vous bien. Merci.